Dans cette partie du cours, on va introduire une notion extrêmement importante en programmation, qui est la notion de variable. Et il faut faire attention, vous avez peut-être déjà une sorte de compréhension de ce qu'est une variable en mathématiques, mais en informatique, la notion de variable est très particulière, très informatique. Je pense que la meilleure image qu'il faut avoir de cette notion de variable, c'est la notion de case mémoire. C'est vraiment une variable, une sorte de représentation d'une case mémoire dans l'ordinateur. Pour un petit peu motiver cette notion, sur un exemple précis, on va reprendre un exemple complet de définition de fonction. Ça permet de revenir encore une fois sur le processus qui conduit d'un problème donné au programme Python qui correspond. Pour cet exemple, on va regarder un autre problème très simple, ici de géométrie, qui est le calcul de l'aire d'un triangle à partir des longueurs de ses côtés. Donc plus précisément, on veut définir une fonction Python qu'on va appeler R triangle. Donc je rappelle que les noms de fonctions en Python doivent être rédigés avec que des lettres de l'alphabet, donc sans accent et caractères spéciaux, en minuscules. Et si on veut mettre plusieurs mots séparés dans le nom de la fonction pour la rendre explicite, ici R triangle, ça paraît assez explicite, on sépare les mots par des underscores. Donc c'est ce qui est demandé explicitement par le guide des bonnes pratiques de Python, qui s'appelle PEP8. Alors, cette fonction, elle va prendre trois paramètres, donc les longueurs des côtés A, B et C. Et il va falloir retourner l'aire du triangle correspondant. Je rappelle les grandes étapes qui permettent de conduire d'un problème posé à un programme qui le résout. Donc, dans notre cas, ça va toujours être une fonction qui le résout. Et ces grandes étapes, c'est d'abord la spécification alors de la fonction, mais en fait c'est la spécification du problème posé. On va expliquer quel est le problème résolu par la fonction. La deuxième étape, c'est toute la partie réflexion sur comment cette fois-ci résoudre le problème, et qui va conduire à la programmation du calcul. Donc on va parler rapidement de l'algorithme de calcul en Python. Donc c'est la phase qui va principalement nous occuper pendant ces quelques semaines. Et puis on a une étape qui est vraiment fondamentale. On dit qu'un programme n'est pas complet si on ne l'a pas correctement testé. L'idée, c'est qu'on veut valider, donner suffisamment d'arguments pour dire oui, cette implémentation effectue le bon calcul par rapport à la spécification. Alors, dans du logiciel critique, on va passer énormément de temps à la validation. On va essayer de faire mieux que du test. On va vouloir par exemple prouver formellement que l'implémentation du calcul est correcte par rapport à la spécification. Mais dans du logiciel moins critique, et puis dans le cours éléments de programmation, on va se contenter de fournir un jeu de test qui nous semble pertinent, suffisamment complet pour dire oui, on a bien résolu le problème. Donc ça, c'est les grandes étapes. On va les rappeler sur notre exemple de calcul de l'aire d'un triangle. D'abord, on a la spécification de la fonction. Donc d'une certaine façon, on est obligé de commencer par ça, puisque si on ne pose pas précisément le problème, on ne pourra pas le résoudre. L'intérêt de cette étape-là, c'est qu'en fait, on peut commencer à l'écrire, même en Python, avant même, en fait, finalement, de savoir comment résoudre le problème, en tout cas en partie. Alors, comment on écrit la spécification de la fonction? Elle est composée d'abord d'une signature. Donc, la signature de la fonction, ça va être le nom de la fonction, le nom et les types de ces différents paramètres, et puis le type de retour. On va ajouter à ces informations des préconditions éventuelles, on n'a pas toujours de préconditions, c'est-à-dire des conditions plus fines sur les paramètres, donc doivent respecter les paramètres pour pouvoir utiliser la fonction. Dans la mesure du possible, on essaiera d'utiliser des expressions Python pour décrire ces conditions. Mais parfois, on écrira tout simplement en toutes lettres, en français. Et puis finalement, on va décrire en français justement le problème qui est résolu par cette fonction. Donc pour le calcul de l'aire d'un triangle, on va juste dire qu'on calcule l'aire d'un triangle de côté ABC. Donc dans cette partie-là de la description, il ne faut surtout pas expliquer comment on va faire les calculs. Donc ça, c'est la première partie.
Et voilà ce qu'on obtient quand on finalement formalise un petit peu cette partie spécification. Donc on utilise la définition de fonction de Python avec le def. Notre nom de fonction c'est R-triangle, qui paraît assez explicite par rapport au problème qu'on veut résoudre. On a les trois paramètres ABC qui sont les côtés, et j'ai décidé là d'utiliser des flottants, parce que souvent les calculs d'air se font en géométrie, et en géométrie les unités sont des centimètres, des choses comme ça, souvent manipulées avec des réels. Donc on va utiliser notre approximation des réels qui s'appelle les flottants. Et à partir des côtés ABC flottants, on va produire une aire, un calcul d'air, qui sera selon toute vraisemblance un flottant aussi. J'ai rajouté deux préconditions. La première précondition, c'est que les côtés, en fait, c'est les longueurs des côtés, c'est des distances, et des distances doivent être positives. Et j'ajoute aussi que, en fait, on peut calculer l'aire d'un triangle que si les côtés définissent eux-mêmes un triangle. Et pour cela, il faut satisfaire ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. On aurait pu mettre la formule mathématique sous forme d'une expression Python. Mais là, j'ai choisi, puisque ce n'est pas un cours de géométrie, quelque chose de plus simple, qui consiste juste à expliquer en français cette précondition. Les côtés ABC doivent bien définir un triangle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les conditions qui permettent d'utiliser la fonction. Alors bien sûr, on peut l'utiliser en dehors de ces conditions, mais on sort à ce moment-là du périmètre de la fonction. Notre description en français est très simple, puisque c'est presque le nom de la fonction, c'est-à-dire qu'on retourne l'aire du triangle, mais il faut rappeler quand même le rôle des paramètres. Donc ici, on rappelle que c'est des longueurs, c'est les longueurs des côtés A, B et C. Voilà. Donc là, on a une bonne spécification de notre problème. On peut passer à la partie réflexion sur comment résoudre le problème, puis l'implémentation de l'algorithme. Alors, l'objectif, c'est vraiment trouver la solution, trouver un algorithme qui permet de résoudre, avant ensuite de réfléchir à comment on code cet algorithme en Python. Cette étape préliminaire, alors on peut réfléchir au brouillon, on peut aussi se documenter. Alors pour l'aire d'un triangle, en fait, on trouve très facilement ce qu'on peut appeler une sorte d'algorithme primitif, qui est juste une formule, et cette formule, c'est une formule dite de Héron d'Alexandrie. Et on nous dit qu'en fait, si on calcule le demi-périmètre, qui s'appelle P ici, comme étant la somme des côtés ABC, le tout divisé par 2, alors l'aire, ça se calcule facilement en faisant la racine carrée P, P-A, fois P-B, fois P-C. Voilà ce qu'on peut lire, par exemple, sur Wikipédia. Ça nous donne une formule qui est relativement simple, donc on devrait pouvoir l'exprimer dans le langage Python, dans les flottants. Alors on va tout de suite commencer avec une première solution, mais je dois déjà expliquer à l'avance que cette solution elle ne sera pas complètement satisfaisante. Mais bon, c'est une première approche. Voilà ce que ça donne. Alors la première chose, on va avoir besoin de la racine carrée. Et la racine carrée en fait n'est pas disponible directement en Python, il faut utiliser la bibliothèque mathématique. Et pour cela on va tout simplement indiquer import, et la bibliothèque mathématique s'appelle math. Et donc là, à partir de là, on va pouvoir utiliser tout un tas de fonctions mathématiques, comme notamment la racine carrée. La fonction racine carrée s'appelle math.sqrt, sqrt pour square root, racine carrée en anglais. On retrouve notre spécification, et puis avec, disons, les connaissances qu'on a jusqu'à présent du langage, voilà comment on peut traduire notre expression du calcul de l'aire d'un triangle. Alors, c'est pas très joli, mais pour l'instant, on peut faire que ça. Il nous manque quelque chose pour l'améliorer. Il nous manque bien sûr une dernière partie à notre programme, qui est la validation. Donc je rappelle, la validation, c'est pas uniquement tester la fonction pour se dire tiens, elle a l'air de fonctionner sur quelques exemples, mais c'est encore un petit peu plus fort, c'est d'essayer de convaincre la personne qui va utiliser la fonction, qui n'est pas forcément celle qui a défini la fonction, qu'effectivement, a priori, c'est le bon calcul qui est effectué. On ne peut pas être exhaustif, mais on peut essayer de choisir des bons exemples pour convaincre. Pour R triangle, c'est pas trivial de trouver des bons exemples parce qu'il y a ce problème d'inégalité triangulaire. Bon, dans le livre, c'est un petit peu plus explicite sur cette partie-là, mais voilà les quelques exemples sur lesquels on peut tomber de
de calcul avec un exemple qui est mathématiquement correct. Si je prends des longueurs de côté 2, 3 et 5, en fait le triangle sera plat. Là, la surface est 0. Voilà, donc là on a un programme complet, et quand on exécute le programme, les tests sont réalisés, les assertions, et s'il n'y a pas d'erreur levée, disons qu'on peut livrer le programme. Ça ne veut pas dire qu'il est correct, mais ça veut dire que ces tests-là, en tout cas, ils passent. Alors cependant, et c'est là le point important en fait, c'est que cette première définition que j'ai donnée de l'aire d'un triangle n'est pas très satisfaisante. C'est surtout l'intérieur de la fonction, là, l'espèce d'horrible expression. Il y a vraiment deux problèmes importants ici. D'abord, il y a un problème de lisibilité par rapport à la formule de départ qui utilisait le demi-périmètre comme définition intermédiaire, était beaucoup plus lisible. Ça, c'est le problème d'une certaine façon un peu mathématique, mais c'est dommage d'avoir une jolie formule et puis un programme horrible. Le deuxième problème, peut-être un petit peu plus sérieux d'un point de vue informatique, c'est l'efficacité. Ici, en fait, on va répéter. Donc le demi-périmètre, le calcul, c'est celui-là. On va le trouver ici une fois, donc il faut l'effectuer. On va le retrouver encore une fois ici, donc on va refaire ce calcul, puis encore ce calcul, puis encore ce calcul. Ici, on est en présence de quelque chose qu'on n'aime pas trop en informatique, c'est-à-dire une redondance dans les calculs. On calcule plusieurs fois des choses qu'on pourrait calculer une seule fois. Donc la solution simple en fait, à ces deux problèmes d'un coup, c'est d'un point de vue plus mathématique, disons, d'introduire cette notion de demi-périmètre, lui donner un nom, c'était le nom P tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est utiliser le principe d'introduire une case mémoire auxiliaire dans laquelle on va pouvoir stocker le résultat du calcul du demi-périmètre, donc l'écrire, pour pouvoir le lire un certain nombre de fois sans que ça coûte du temps de calcul. Et pour ça, on va introduire donc la notion de variable. Alors, la notion de variable. Donc, une variable, comme je l'expliquais, c'est en fait la représentation en programmation d'une case mémoire qu'on va trouver quelque part dans l'ordinateur et dans laquelle on va stocker une valeur. Donc, la variable elle-même, elle identifie cette case mémoire, donc elle lui donne un nom. Le nom il est choisi par le programmeur, il faut essayer d'être explicite, le plus explicite possible. On donne aussi à cette case mémoire un type de contenu, donc soit des entiers, des flottants, etc. Donc on explique déjà le type de la valeur qu'on va y trouver. Et puis il faudra y stocker une valeur. Et on pourra faire un certain nombre d'opérations. Donc le nom de la variable, on va dire qu'elle référence la valeur qui est contenue dans la case mémoire. Il y a en gros 4 manipulations qu'on peut faire sur la mémoire via les variables. Donc la première chose, c'est la déclaration de la variable, c'est-à-dire le moment où on décide de son nom et de son type. On a ensuite l'initialisation de la variable, qu'on peut aussi appeler première affectation, qui consiste à placer la première valeur dans la variable, dans la mémoire. Donc ça, c'est la première écriture de la mémoire. Et puis, on va voir la notion d'occurrence de variable qui permet d'une certaine façon de lire la valeur de la case mémoire à l'intérieur d'une expression. Et finalement, on a la possibilité de réécrire, donc d'effacer l'ancienne valeur, puis pour la remplacer par une nouvelle valeur, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle une affectation, réaffectation, on pourrait dire. Alors ça, c'est très intéressant en programmation, de pouvoir remplacer le contenu d'une case mémoire, mais c'est aussi un petit peu dangereux parce qu'il y a potentiellement une perte d'information. On y reviendra plus précisément les semaines qui suivent. On va surtout s'intéresser aux 3 premières opérations cette semaine. D'abord, la déclaration de variable. Donc, avant de pouvoir utiliser une variable, il faut la déclarer. Et cette déclaration, elle est très simple. On doit donner d'abord le nom d'une variable, donc toujours en utilisant ce principe de lettres minuscules de l'alphabet avec des mots potentiellement séparés par des caractères soulignés. Puis un espace avant le 2 points, un 2 points, puis un espace, on essaye de bien séparer, et ensuite le type de la valeur de la case mémoire. On va dire le type de la variable, donc le type de la valeur qu'on stocke dans la case mémoire, identifié par la variable, pour être précis. Alors par exemple, dans la fonction R-triangle, pour améliorer la lisibilité, l'efficacité de notre programme, on a dit que l'intéressant c'était d'introduire explicitement
la notion de demi-périmètre et la case mémoire correspondante. Donc on va déclarer le demi-périmètre en utilisant le nom P, puisque c'était celui de la formule, et indiquer aussi que la valeur qui va être stockée va être de type flottant. Dans une deuxième étape, qui en général se fait juste après la déclaration, on va initialiser la variable, c'est-à-dire stocker la première valeur de la variable. Donc avant cette opération, en fait, on ne peut pas lire d'informations. L'interprète Python mettra une erreur lèvera une erreur si jamais on essaye de lire la valeur contenue dans une variable avant son initialisation. Alors, donc juste en dessous de la déclaration, on va placer cette instruction qu'on appelle instruction d'affectation, où on dit la variable égale, alors égale c'est le symbole d'égalité, mais il faut dire à la variable égale, on affecte la valeur de l'expression qui est ici. Donc finalement ce qu'on va appeler une définition de variable, c'est la succession d'une déclaration et d'une initialisation. Alors par exemple, pour la fonction R-triangle, après notre déclaration de la variable P, on va l'initialiser à sa valeur, qui est donc la somme des trois côtés divisé par 2, ce qui était demandé par la formule de Hérault. On va tout de suite modifier le programme de tout à l'heure en ajoutant la déclaration de cette variable. Donc, je le fais tout de suite. Donc, on dit c'est la somme des trois côtés divisé en division flottante par 2. Voilà notre case mémoire. Alors maintenant, ça me permet, je vais tout de suite anticiper sur la suite, ça me permet de simplifier beaucoup mon programme, puisque je peux remplacer tous les calculs de demi-périmètre par simplement la référence à la variable concernée. Ça nous donne ça. Du coup, on retrouve, en présentant un petit peu les choses comme ça, on retrouve la simplicité et la lisibilité de la formule de départ. On peut ajouter un petit commentaire, par exemple ici, en disant c'est le demi-périmètre. Voilà, peut-être un petit peu plus explicite. Ou j'aurais pu nommer la variable aussi demi-périmètre, mais ça aurait alourdi un petit peu la formule pour le coup. Voilà, donc là on a un meilleur calcul d'aire d'un triangle. Il est meilleur parce qu'il est beaucoup plus lisible, et puis je vais y revenir, mais il est aussi meilleur parce qu'il est plus efficace. Alors il y a un petit détail, mais il y a une syntaxe un petit peu plus concise qu'on peut utiliser, qui permet à la fois de déclarer et d'initialiser, le tout sur une seule ligne, qui consiste tout simplement à mettre le nom de la variable, le type, égale l'expression d'initialisation. Et donc pour notre programme d'exemple, on aurait pu initialiser comme ça. P2.float égale A plus B plus C sur 2. Je peux montrer sur le programme ce que ça donne si je fais ça. Ça consiste juste à ramener cette ligne là au-dessus. Par contre, si je veux mettre un petit commentaire, eh ben, je vais le mettre au-dessus. Voilà. Voilà une autre variante. Peut-être qu'au bout d'un moment, on aura tendance à écrire les programmes plutôt de cette forme-là, qui est la plus concise, tout en étant lisible. Un petit détail quand même, c'est qu'il faut faire attention que, même si on le fait sur une seule ligne, il y a bien deux étapes. Hein. Il y a une étape de déclaration, puis une étape d'affectation, mais d'initialisation, puisque c'est la première affectation. Cette distinction est importante. Alors, j'ai utilisé aussi dans le programme ce qu'on appelle le principe des occurrences de variables, c'est-à-dire que la variable P, le demi-périmètre, je l'ai mis aux endroits où j'en avais besoin dans la formule. Alors ça, on appelle ça des occurrences de la variable. Donc ici, j'ai 1, 2, 3 et 4 occurrences de la variable P. Et en fait, c'est dans une expression, c'est un type d'expression. Et le principe d'évaluation de cette expression, c'est tout simplement la lecture de la valeur dans la case mémoire. Donc ici, il y aura 4 lectures de la valeur dans la case mémoire. Par contre, on n'aura fait le calcul qu'une seule fois. C'est juste ici des lectures. Et les lectures sont instantanées. Donc on a gagné énormément
en efficacité. Donc on va supposer que l'occurrence de la variable est remplacée par sa valeur. Il faut bien comprendre que le contenu de la variable, ce n'est pas une expression. Quand on écrit P égale A plus B plus C sur 2, on a fait d'abord le calcul de A plus B plus C sur 2 et on place la valeur obtenue dans la case mémoire. Donc les cases mémoire ne contiennent que des valeurs. C'est pour ça que la lecture est rapide. Donc il y a la dernière opération, on ne doit pas trop avoir besoin en semaine 2, mais en semaine 3, oui, qui consiste tout simplement à refaire des affectations. Donc on suppose qu'il y en a une case mémoire, une variable qui contient déjà une valeur, et ce qu'on peut faire en écrivant la variable égale une expression, c'est donc par évaluation de l'expression, on obtient une nouvelle valeur qui va être écrite dans la case mémoire correspondante. Et il faut faire attention parce qu'on va effacer à ce moment-là l'information qui était présente précédemment. Et on verra que c'est vraiment une source d'ennui potentiel, mais c'est aussi une source de puissance entre guillemets importante quand on programme.